sur la plateforme de SuissePA, l'association suisse des patients atteints de maladies du foie. Nous avons le plaisir de vous présenter l'exposé de la troisième journée suisse du foie au CHUV du professeur Darius Morapour sur le thème grossesse lors d'une maladie du foie. Bienvenue au professeur Morapour et bienvenue à tous. Suisse pas d'avoir choisi la Suisse romande pour cette troisième édition de la journée suisse du foie, qui est en même temps une journée suisse du froid. Comme nous l'a dit notre déléguée de communication, Madame Clémentine Grand, je ne sais pas si elle est encore là. Karina, en même temps, j'aimerais vraiment te remercier pour tout ce que tu fais avec ta fille Mera, avec tes collègues Fabienne et Isabelle, ainsi que le staff qui est là, qui est vraiment remarquable pour les patients atteints de maladies du foie en Suisse. C'est vraiment un engagement extraordinaire pour lequel nous toutes et tous te sommes très reconnaissants. Ich erlaube mir auch kurz ein Wort auf Schweizerdeutsch zu sagen, weil ich weiß, dass es... Je me permets de dire quelque chose en suisse allemand parce que je sais qu'il y a des gens de Suisse alémanique et aussi en ligne. Je vous souhaite une cordiale bienvenue. Merci d'être là. Vous ne pouvez peut-être pas nous voir si vous êtes en ligne, mais je crois qu'il y a plusieurs qui suivent. La conférence en Schweizerdeutsch, c'est la docteure Montserrat Fraga qui me l'a interdit, justement, et donc je vais continuer en français. Le sujet que Montserrat m'a attribué, c'est la grossesse lors d'une maladie du foie. Tout d'abord, les sources d'informations que j'ai moi-même consultées, que je peux vous recommander si vous êtes intéressé, c'est les recommandations européennes et américaines qu'il y a à ce sujet, qui sont librement disponibles sur les sites de l'ISL et de l'ASLD. C'est une ressource intéressante avec plein d'informations qui peut potentiellement vous intéresser. Maintenant, si on aborde le foie durant la grossesse, il faut savoir qu'il y a des modifications qui ont lieu de manière physiologique durant la grossesse et il faut connaître pour interpréter des résultats d'examen. Tout d'abord, le volume sanguin augmente, le débit cardiaque augmente durant la grossesse. Avec ça, l'hémoglobine et l'albumine, deux paramètres qu'on mesure régulièrement, vont baisser. Il y a un paramètre, un test hépatique qui monte, et ça c'est la phosphatase alcaline qui vient du développement du squelette du fœtus et aussi du placenta. Un autre paramètre qui augmente systématiquement et de manière physiologique, c'est l'alpha-fétoprotéine que nous utilisons comme un marqueur tumoral, mais c'est aussi un marqueur de régénération des hépatocytes et reflète le développement du foie fœtal. Et puis finalement, il y a même des altérations que nous pouvons parfois voir chez nos patients avec des maladies du foie actives, voire même une cirrhose, comme les angiomes stellaires et l'érythème palmaire que vous voyez ici, qui peuvent apparaître durant une grossesse qui est tout à fait normale et puis de nouveau disparaître. De l'autre côté, il y a des modifications qui ne sont pas normales si elles arrivent durant une grossesse, et ça c'est notamment l'élévation des transaminases, de l'ALAT, de l'AZAT, et aussi l'élévation de la gamma-GT. Ces tests-là, normalement, si tout va bien, devraient rester normaux. La bili aussi, elle reste normale. Le TP, l'INR ou le QUIC reste normal. Même chose pour les acides biliaires sériques et naturellement la taille du foie et de la rate. Deuxième question, quels sont les outils que nous avons pour étudier le foie durant la grossesse? Et bien sûr, l'échographie, l'ultrasonographie abdominale, c'est la méthode d'imagerie de choix. Si on a besoin, on peut effectuer une IRM, par exemple, pour visualiser un calcul qui serait bloqué dans le cholédoque, donc dans la voie biliaire, mais sans produit de contraste, sans gadolinium. La biopsie du foie est heureusement rarement nécessaire durant une grossesse, mais si on doit la faire, on peut la faire sous conditions sécuritaires.
Une endoscopie et notamment une gastroscopie est parfois nécessaire. On va en parler brièvement. Ça, c'est quelque chose qu'on fait idéalement si on a le choix au deuxième trimestre. Et finalement, si une ERCP, ça veut dire une endoscopie des voies biliaires, est nécessaire, par exemple pour extraire un calcul, on peut le faire, mais là, il faut faire recours à un opérateur, une opératrice expérimentée. Maintenant, ce qui est important à distinguer, c'est certaines maladies qui sont liées à la grossesse, qui sont spécifiques à la grossesse, qu'on ne voit pas autrement, comme la cholestase gravidique, les syndromes liés à l'état hypertensif, comme la prééclampsie, l'éclampsie, le syndrome HELP, ou une complication très redoutée, heureusement rare, la stéatose aiguë gravidique. Après, il y a des situations qui peuvent arriver de manière coïncidente, peut-être favorisées par l'état de grossesse, comme une lithiase biliaire, un syndrome de Budd-Chiari, une obstruction des veines sous-hépatiques ou une COVID sévère qui peut avoir des manifestations aussi au niveau du foie et aussi durant la grossesse. Aujourd'hui, on ne va pas parler de ça, mais on va parler de la grossesse chez une femme qui a une maladie du foie chronique préexistante. Et là, il y en a différentes. On n'a pas le temps d'aborder tout. Je vais me concentrer sur l'hépatite virale B et C, l'hépatopathie auto-immune, la maladie de Wilson, la grossesse chez une femme qui a eu une transplantation hépatique et brièvement la patiente qui a une cirrhose, plus ou moins une hypertension portale. Donc pour l'hépatite B, vous allez en entendre de la part de la professeure Magdalena Filipowicz-Sinreich. C'est une des infections les plus répandues au niveau mondial. 300 millions de personnes au niveau mondial, 40 à 50 000 en Suisse. Vous savez bien qu'une hépatite chronique, normalement, ne fait pas de symptômes et il est donc important de la rechercher activement, de la dépister et c'est ça ce qui fait systématiquement depuis 1996 chez chaque femme enceinte en Suisse vers la fin du premier trimestre. C'est important parce que si on voit que la maman est infectée, on doit protéger le nouveau-né contre une transmission de cette infection et ça se fait par une immunisation active et passive au moment de la naissance, dans la première heure de vie, idéalement. L'OFSP nous recommande depuis maintenant 5 ans de faire en plus chez les femmes qui ont une virémie très élevée, plus que 200 000 unités internationales de HBV-DNA, un traitement antiviral par le tenofovir, la forme classique, le TDF. On sait qu'on peut donner ce médicament avec une bonne sécurité pour faire baisser le taux de virus et encore mieux protéger le nouveau-né. C'est rare qu'une patiente à cet âge soit déjà sous traitement, mais si elle est déjà sous traitement pour une hépatite très active ou une fibrose avancée, elle doit poursuivre le traitement, idéalement sous forme de tenofovir. Il faut monitorer la situation après l'accouchement parce que parfois, après l'accouchement, le système immunitaire se réveille et on peut observer des poussées de hépatite B. Et puis juste entre parenthèses, ça vous le savez peut-être pas encore toutes et tous, en Suisse, depuis 1998, on a vacciné les teenagers contre l'hépatite B. Depuis 5 ans maintenant, depuis 2019, on est passé à une vaccination des nourrissons durant leur première année de vie. Il y a un vaccin hexavalent, le Infanrix, qui est donné pour protéger d'emblée les nouveau-nés contre l'hépatite B. Ça, c'est une étude chinoise qui a bien démontré la sécurité d'un traitement de tenofovir durant le 3e trimestre. C'est des enfants qui ensuite ont été observés durant 4 ans en moyenne, certains jusqu'à 7 ans, où on a vu qu'il n'y avait pas d'impact sur leur croissance, leur santé osseuse ou leur fonction rénale. Pour l'hépatite C, je vais être très court parce qu'au fond, l'hépatite C, c'est un problème qui aujourd'hui devrait être réglé. Il est néanmoins opportun de faire un dépistage pour l'hépatite C chez une femme enceinte et si elle est infectée, d'envisager un traitement après l'accouchement et l'allaitement.
Une question qui se pose répétitivement dans ces situations, c'est comment est-ce qu'on investigue si le bébé a été infecté ou non. La meilleure recommandation, à mon avis, et les recommandations ne sont pas uniformes, c'est de faire une sérologie, donc un test pour les anticorps, à 18 mois. Et s'il est positif, de faire une PCR à 3 ans, parce que c'est à partir de 3 ans qu'on peut, on ne doit pas forcément, mais qu'on peut traiter un petit enfant. La PCR, on peut la faire plus tôt, mais ce qui est spécial chez le tout petit, c'est que parfois cette PCR, d'ailleurs dans 2 tiers des cas, elle est éliminée spontanément durant les premières années de vie. Hépatopathie auto-immune, et notamment l'hépatite auto-immune, survient parfois chez une jeune femme, et donc qui veut fonder une famille. L'importance ici, c'est que le traitement de l'hépatite auto-immune doit être poursuivi durant la grossesse, idéalement sous forme d'azatioprine, par exemple, Imurec, plus ou moins prednisone. Ce qui est strictement contre-indiqué, c'est le mycophénolate pour son potentiel tératogénique. D'ailleurs, si quelqu'un est sous mycophénolate, ce traitement doit être arrêté au moins 3, idéalement 6 mois avant une éventuelle grossesse. Pour ce qui concerne la cholangite biliaire primitive, elle est rare à l'âge où une femme veut fonder une famille, mais ça arrive. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que dans le contexte de la grossesse, la situation peut parfois s'aggraver avec notamment l'apparition ou l'aggravation de démangeaisons, et c'est donc important de poursuivre le traitement d'acide ursodésoxycholique, l'UDCA, Ursofalk, Deursil ou autres, durant la grossesse et l'allaitement. On sait aujourd'hui que c'est sûr de le faire. Il y avait longtemps des discussions autour de ça, mais la recommandation aujourd'hui est très claire. Maladie de Wilson. Nous allons en entendre parler de la part des docteurs Fraga, Tran et Castro. C'est une maladie du rare du métabolisme du cuivre. Et je crois que Madame Gigli est ici, la présidente de l'association suisse de patients atteints de maladie de Wilson. Bonjour Patricia, merci d'être là. Quelqu'un qui s'investit énormément pour les patients atteints de maladie de Wilson en Suisse. Ça, d'ailleurs, c'est leur site web, morbuswilson.ch. C'est une ressource très, très précieuse. Alors, ce qui est important dans le Wilson, c'est qu'idéalement, le métabolisme du cuivre devrait être bien réglé avant de fonder une famille. Une situation stable avec un traitement stable. Et après, c'est tout à fait possible pour autant que le traitement est poursuivi durant la grossesse. Alors, à nouveau, très important de ne pas interrompre ces traitements. La posologie peut être adaptée, et elle est typiquement adaptée. Les chélateurs des pénicillamines ou triantines sont diminués. Ça, c'est le travail de l'experte ou de l'expert qui accompagne la grossesse, mais il doit être poursuivi. Il y a une controverse autour de l'allaitement sous traitement chélateur. Classiquement, c'est déconseillé d'allaiter sous traitement chélateur. Ça, c'est en train de s'assouplir. Les dernières recommandations européennes 2023 ne mettent plus de contre-indication, mais d'autres sociétés émettent encore une contre-indication. Donc ça, c'est quelque chose à discuter au cas par cas. La transplantation hépatique, vous savez bien que c'est devenu une procédure bien standardisée, souvent très successful, et donc on a des patientes qui ont été transplantées qui veulent fonder une famille. L'importance ici, à nouveau, c'est d'être dans une situation stable. On recommande d'attendre au moins une année, idéalement 2 ans après la transplantation, avant de fonder une famille. Et là, c'est l'exemple typique d'une collaboration multidisciplinaire qui doit être établie pour accompagner une femme transplantée hépatique durant une grossesse afin d'obtenir les tout meilleurs résultats.
Là aussi, le traitement immunosuppresseur doit être poursuivi, souvent adapté durant la grossesse. Et à nouveau, le mycophénolate est strictement contre-indiqué et les inhibiteurs de mTOR qui sont utilisés comme traitement immunosuppresseur sont déconseillés. Donc le traitement conseillé typiquement, c'est le tacrolimus, donc le Prograf. L'indication à la prise prophylactique d'aspirine pour éviter les complications d'hypertension, notamment la préclampsie, l'éclampsie, est à discuter au cas par cas. Certaines autorités recommandent systématiquement un traitement à low dose, 100 mg par jour d'aspirine. D'autres prennent en considération d'autres facteurs de risque de préclampsie. Dernier point, c'est la cirrhose. Il est rare qu'une patiente atteinte de cirrhose tombe enceinte, mais ça arrive. Et dans ce qui se passe physiologiquement durant la grossesse, le risque de complications, notamment de l'hypertension portale, est élevé parce que, vous avez vu, le volume sanguin augmente, le débit cardiaque augmente, la pression porte augmente, donc il y a un risque élevé de rupture et de saignement, donc de varices et d'autres complications de la grossesse. Donc là aussi, une planification anticipée est clé. Chez une patiente qui a une cirrhose qu'on appelle bien compensée, sans hypertension portale notable, ça peut aller tout à fait bien, mais plus que la situation s'aggrave, plus le risque est élevé. Ce que nous recommandons typiquement dans cette situation et aussi dans d'autres où il y a potentiellement une hypertension portale, c'est d'effectuer au milieu de la grossesse une gastroscopie pour voir s'il y a des varices qui mettraient la patiente à risque de saignement et d'instaurer, si nécessaire, un traitement prophylactique, soit par bêta-bloquant non cardiosélectif avec les avantages et les désavantages, soit par des ligatures de varices. Une très belle et très grande étude a été publiée depuis le Canada il y a quelques années en arrière où 2000 patientes atteintes de cirrhose ont été observées de manière rétrospective durant une grossesse. Ce qui est frappant tout d'abord, c'est que la prévalence de cirrhose chez la femme enceinte au Canada a fortement augmenté sur ces dernières années et ça c'est dû notamment à l'épidémie de l'obésité, du syndrome métabolique et de la maladie stéatosique du foie dont on va entendre parler de la part de la docteure Joana Vieira Barbosa et du docteur Nicolas Gossens. Donc une augmentation de 7 fois entre 2000 et 2016. Il y a des complications qui peuvent survenir, comme on l'a dit, durant la grossesse et la période périnatale, mais finalement, pour les patientes avec une cirrhose bien compensée, le risque de complications liées à des problèmes du foie était quand même limité, moins de 2%, avec néanmoins une forte augmentation de complications dès qu'une cirrhose est décompensée ou qu'il y avait des antécédents de décompensation de cirrhose. La clé, elle est dans la dernière phrase de cet article, dans les conclusions, une collaboration multidisciplinaire entre gynécologues obstétriciens, surtout des obstétriciens spécialisés dans la gestion de grossesse à risque, de néonatologues et d'hépatologues est nécessaire dans ces situations pour garantir les meilleurs possibles outcomes. Donc les messages clés pour grossesse et foie sont tout d'abord qu'il faut distinguer les 3 différents types de problèmes qui peuvent survenir. Aujourd'hui, on a parlé de la grossesse chez une patiente qui a une condition chronique du foie préexistante. Une planification anticipée avec une discussion préalable de qu'est-ce qu'on fait, à quel moment, dans quelle situation, comment est-ce qu'on ajuste les traitements durant la grossesse, les différentes périodes de la grossesse et l'allaitement est clé. Et également clé, naturellement, le suivi étroit durant la grossesse. La prise en charge multidisciplinaire est au centre de l'attention
Et c'est clair que pour cette prise en charge, les centres ont un avantage. Donc, c'est clair que pour nous, la recommandation serait que si vous avez une de ces maladies, vous soyez suivi dans un centre qui a l'expérience et les moyens pour vous suivre. Les soins, comme vous l'avez vu pour les maladies hépatiques préexistantes, se sont considérablement améliorés au fil du temps. Avec ça, j'aimerais bien terminer et remercier encore une fois Karina et ses collègues. J'aimerais aussi remercier de tout cœur la Dr Montserrat Fraga pour l'organisation scientifique. Elle a vraiment établi un magnifique programme pour cette soirée. Un grand merci aussi à Madame Rosa Ribeiro, l'assistante de la Dr Fraga, et à vous toutes et tous pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup au professeur Morapour pour cette présentation très enrichissante, pour son engagement personnel en faveur de Suisse EPA et de la journée suisse du foie.